Bonjour à tous et bienvenue. Je suis aujourd'hui accompagné de Zürich Kofner, économiste et conseiller en politique économique pour le parti politique AfD en Allemagne, afin de discuter de certains des grands bouleversements sociaux et économiques que nous observons en Allemagne, lesquels entraînent également une transformation de la politique allemande elle-même. Pour en parler, nous avons donc ici Zürich Kofner. Ravi de vous voir. Merci Glenn, toi invité. Il y a eu récemment des nouvelles importantes en Allemagne concernant ces changements politiques. Tout d'abord, il y a seulement quelques jours, nous avons appris que l'Alternative pour l'Allemagne, ou AfD, était en tête des sondages, devenant ainsi le plus grand parti politique du pays. Et puis, il y a quelques heures à peine, il a été rapporté que les autorités ou les services de renseignement allemands ont décidé de qualifier à nouveau le plus grand parti politique d'organisation d'extrême droite. Il s'agit, encore une fois, du principal parti d'opposition. Et beaucoup interpréteraient cela comme une première étape vers une interdiction effective de ce parti politique. En effet, nous voyons des politiciens ainsi que des médias s'exprimer assez ouvertement à ce sujet, sur la nécessité, selon eux, d'interdire le principal parti d'opposition. Comment pouvons-nous comprendre cela? Ou comment pouvez-vous expliquer ce qui se passe actuellement en Allemagne? C'est assez facile à expliquer, car il s'agit d'une démarche évidente de la part de l'élite dirigeante, qui utilise tous les moyens possibles, ce que vous appelez en anglais le lawfare, pour se débarrasser de la seule véritable opposition politique en Allemagne face au statu quo actuel. Ainsi, il qualifie l'AfD de prétendument extrémiste, d'extrême droite. C'est d'ailleurs assez amusant, car c'est systématique. Chaque fois que l'AfD est en tête dans les sondages, par exemple au niveau régional, alors le service de sécurité intérieure de ce land qualifie l'AfD d'extrémiste dans cette région. Ce qui est nouveau, c'est que nous avons été qualifiés d'extrême droite au niveau fédéral. Et comme vous l'avez déjà dit, nous sommes désormais, selon les sondages, le parti le plus fort, devant la CDU-CSU, l'ancien parti conservateur. Donc, la démarche est assez évidente. Mais tout le monde devrait savoir, surtout à l'étranger, que le service de sécurité intérieure ou de renseignement allemand, le soi-disant Bundesverfassungsschutz, sa mission est de protéger la Constitution. Eh bien, il ne le fait pas. Il ne protège pas la Constitution. Il protège le gouvernement. Parce que l'Allemagne est l'un des rares États où ce service est directement contrôlé par le gouvernement. Et aussi, le chef du service est élu par les groupes gouvernementaux au Bundestag, au Parlement. Le chef du service rend également compte directement au ministère de l'Intérieur, dirigé par Nancy Faeser. Elle est issue du SPD, le Parti social-démocrate. C'est une extrémiste de gauche assez déclarée, car elle a écrit des articles pour des journaux Antifa, qui sont considérés comme une organisation terroriste aux États-Unis, par exemple. Il n'y a donc aucune indépendance de ce service en Allemagne, aucune indépendance politique. Ils dépendent politiquement des partis gouvernementaux en place, et leur principale mission est de déclarer l'AfD comme extrémiste. Il y a aussi de nombreux faits intéressants à ce sujet. Normalement, ils devraient fonder leurs accusations sur un rapport de recherche qui devrait être publié. Il n'a pas encore été publié. Par exemple, ils ont déclaré l'AfD en Saxe comme extrémiste de droite. Je crois que c'était il y a 1 an ou moins. Et ils n'ont toujours pas publié le rapport, qui devrait fournir les faits expliquant pourquoi nous serions soi-disant des extrémistes de droite. Ils ne l'ont pas fait non plus au niveau fédéral. La seule chose que nous savons, c'est que la raison invoquée est que nous affirmons qu'il existe un peuple allemand distinct du simple passeport. Donc en gros, il y a des personnes allemandes qui sont allemandes parce qu'elles ont un passeport allemand et elles peuvent venir de n'importe quel pays du monde.
Si elles ont un passeport, elles sont allemandes. Et on dit que c'est vrai. Ok, c'est la définition légale. Mais il existe aussi une définition ethno-culturelle de ce que signifie être allemand, que je pense ne pas avoir besoin de t'expliquer, Glenn, ni aux personnes qui nous écoutent. C'est quelque chose de tout à fait normal à dire. Cela ne veut pas dire que nous pensons que les autres peuples valent moins parce que nous disons qu'il existe des Allemands ethniques. Mais c'est essentiellement ce qu'ils disent de nous, le service interne, les législateurs, à notre sujet. Mais aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous dites qu'il est faux de dire qu'il existe des Allemands ethniques, alors ça va à l'encontre de la Constitution. Dans ce cas, il faudrait également dire qu'une grande partie de la Constitution elle-même et une grande partie du droit allemand sont aussi anticonstitutionnels. Parce que, par exemple, un paragraphe de la Constitution, je ne vais pas le citer exactement, je crois que c'est l'article 107a du Grundgesetz. La Constitution allemande dit qu'il existe une citoyenneté ou une appartenance ethnique allemande ou une appartenance au peuple allemand en dehors du simple fait de posséder un passeport. Il s'agit évidemment d'une référence à la période où l'Allemagne a été vaincue lors de la Seconde Guerre mondiale. De nombreux Allemands ethniques vivaient alors dans ce qui est aujourd'hui la Pologne, la République tchèque, etc. Il a donc fallu définir le statut juridique de ces personnes. Et comme ils n'étaient pas encore citoyens, ils ont été définis comme étant simplement allemands. Et puis il y a la Bundesvertriebenengesetz, la loi allemande concernant les Allemands ethniques qui ont dû quitter leur patrie. Cette loi, qui existe toujours aujourd'hui, sert de base à de nombreux Allemands ethniques venus de Russie pour demander la citoyenneté allemande. Cette loi définit l'appartenance allemande comme étant une personne ayant des ancêtres allemands, une culture allemande, parlant la langue allemande et ayant déclaré « Oui, je suis un Allemand ethnique ». Ce ne sont là que quelques exemples illustrant à quel point cette décision est absurde. Et il est évident qu'il s'agit uniquement d'une décision politique visant à se débarrasser du seul véritable parti d'opposition. Car nous sommes, c'est peut-être la seule chose que je voudrais au moins ajouter, nous sommes une opposition au système, car nous voulons que tant de choses changent radicalement. Par exemple aussi en matière de politique étrangère. Si cela était un incident isolé, on pourrait être plus détendu à ce sujet, mais nous observons des tendances similaires à travers l'Europe. En France, la guerre judiciaire, comme vous l'avez dit, contre Le Pen, encore une fois, la principale opposition, l'empêchant de se présenter. En Roumanie, nous avons vu quelqu'un remporter l'élection présidentielle, puis celle-ci a été annulée par les tribunaux, et cette personne est désormais interdite de se présenter. Il s'agit du vainqueur de l'élection. Il y a eu, je suppose, une répression similaire en Moldavie, apparemment avec le plein soutien de l'Union européenne. C'est une tendance très préoccupante. Cette idée qu'il faudrait désormais purger l'opposition politique d'une manière ou d'une autre. Et cela se fait également au nom de la préservation de la démocratie, ce qui rend la situation encore plus absurde. Mais je voudrais vous interroger sur le bouleversement socio-économique, enfin je suppose, qui se produit en Allemagne. Car il est peut-être plus simple de commencer par l'économie puisque vous êtes conseiller économique et économiste. Quels sont les principaux phénomènes qui se produisent actuellement en Allemagne? Encore une fois, pour les personnes en dehors de l'Europe, il est important de rappeler que l'Allemagne a longtemps été considérée comme le moteur économique de l'Union européenne, véritable force motrice du continent. Que se passe-t-il avec l'économie allemande? Oui, tout cela est effectivement lié. L'Allemagne est en train de se désindustrialiser. On nous transforme d'une nation industrielle en une nation agraire, ou du moins quelque chose qui s'en rapproche. Nous avons connu une désindustrialisation si drastique
que nous n'en avions même pas vu de semblable pendant la Seconde Guerre mondiale. Les bombardements de la Seconde Guerre mondiale n'ont pas eu un effet aussi néfaste que ce que nous avons observé ces 5 dernières années. Et vous pourriez penser que j'exagère, mais si vous regardez, par exemple, combien de personnes, rien que l'an dernier, des ouvriers industriels, ont perdu leur emploi. 120 000, selon les statistiques officielles. 120 000 Allemands qui travaillaient dans l'industrie ont perdu leur emploi, soit 10 000 chaque mois. Vous voyez, lorsque vous ouvrez les journaux, vous constatez chaque jour que de grandes entreprises industrielles allemandes annoncent qu'elles ferment leurs portes et délocalisent leur production à l'étranger. C'est donc la tendance majeure que nous observons. L'Allemagne est en récession continue depuis 2019. Il y a eu les années du coronavirus, puis la période qui a suivi. Maintenant, vous pouvez consulter n'importe quelle donnée, que ce soit la croissance du PIB ou la production industrielle par exemple. Si nous avions poursuivi la tendance, qui était assez bonne jusqu'en 2019, aujourd'hui nous faisons du surplace et nous sommes en dessous de la tendance de 25 à 30% par rapport à l'endroit où nous devrions être si nous avions continué sur la trajectoire de croissance de la décennie passée. Voilà ce que nous constatons dans l'économie. Et les raisons sont assez simples. La première raison, bien sûr, c'est la politique climatique. L'objectif de chaque parti au pouvoir en Allemagne, et c'est pourquoi je dis toujours que nous sommes la seule véritable opposition, c'est de décarboner l'industrie allemande, l'économie allemande. Que font-ils? Ils ont introduit des prix du carbone très stricts et très élevés, des taxes carbone en Allemagne. Ainsi, il y a un prix du carbone sur le chauffage. Il y a un prix du carbone lorsque vous voulez faire le plein à la station-service. Il y a un prix du carbone lorsque vous prenez l'avion. Il y a, en gros, un prix du carbone sur votre alimentation. Il y en a sur tout. Il y en a bien sûr sur l'industrie. Il y en a sur la production d'énergie. Nous avons donc assisté, bien sûr, à ce que l'on appelle la transition énergétique, c'est-à-dire les plans visant à décarboner la production d'énergie. Cela signifie que l'Allemagne possédait, il y a seulement quelques années, les centrales nucléaires les plus modernes, ou parmi les plus modernes du monde, les centrales les plus sûres du monde. Nous venons de les fermer. Nous ne voulons pas, ou plutôt, le gouvernement ne veut pas acheter de gaz russe, qui a été le moins cher pour l'Allemagne, et, depuis les années 1970, la base de notre croissance industrielle. À cause de cela, l'économie technologique importe peu. L'énergie reste l'un des facteurs les plus importants de la croissance économique. Et le gaz russe bon marché était l'un des principaux facteurs de notre croissance. Nous ne voulons plus de ce gaz russe. Nous achetons désormais plus de gaz naturel liquéfié aux États-Unis. Ainsi, alors qu'en 2019, vous importiez 40% de votre gaz de Russie, aujourd'hui c'est 45% de gaz naturel liquéfié provenant des États-Unis. Nord Stream 2, bien sûr, a été bombardé, détruit, et le gouvernement ne fait rien pour clarifier qui en est responsable. Ce n'est pas supposé. Ils savent évidemment qui c'est, mais ils ne souhaitent pas le révéler au public. Et bien sûr, nous sortons également du charbon. L'Allemagne possède l'une des plus grandes réserves de lignite. Ce n'est pas le meilleur type de charbon, mais tout de même, nous sommes pratiquement à égalité avec la Chine à cet égard, en termes de quantité présente dans le sous-sol. Nous ne voulons pas l'utiliser. Et nous passons maintenant à l'énergie éolienne et solaire, qui est volatile. Et vous avez vu récemment les effets de cela en Espagne, avec tout le pays, le Portugal et une partie de la France plongée dans le noir, parce que le réseau ne peut pas gérer une telle volatilité. Et puis, bien sûr, je pense qu'un autre facteur majeur est l'immigration de masse. Si vous regardez, par exemple,
Trump a critiqué l'immigration de masse avec le slogan ironique « Ils prennent nos emplois », donc les Mexicains, etc., prennent des emplois peu qualifiés. En Allemagne, c'est encore pire, car ils ne prennent même pas les emplois. Ils intègrent directement le système social. Donc en gros, maintenant, 50% des prestations sociales, des allocations chômage, vont à des étrangers en Allemagne. 22 milliards d'euros chaque année, plus encore, peut-être 10 milliards d'euros supplémentaires pour les demandeurs d'asile. Et tout cela représente un fardeau énorme pour notre État-providence. Et pour financer cela, les derniers Allemands qui travaillent encore et payent des impôts ont été taxés et surtaxés. Ils sont surimposés. Et bien sûr, nous voyons ces personnes quitter l'Allemagne en masse. Je pense que depuis qu'Angela Merkel, l'ancienne chancelière, est entrée en fonction en 2005, plus d'1 million d'Allemands, hautement qualifiés et en pleine force de l'âge, ont quitté l'Allemagne en solde net. Cela signifie qu'ils sont partis, y compris ceux qui sont revenus. 1 million sont partis pour toujours. Et donc, nous faisons face à une grande pénurie de travailleurs qualifiés. Donc tout cela, et peut-être un dernier point aussi, la main-d'œuvre qualifiée, nous avons des problèmes à ce niveau. Nous avons des problèmes d'énergie. Nous avons des problèmes de fiscalité élevés, et ce que j'appelle des monstres bureaucratiques. Donc, ce genre de choses, comme le CBAM, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, par exemple, qui pose d'énormes problèmes à l'exportation et à l'importation, ou encore, par exemple, la soi-disant loi sur la chaîne d'approvisionnement que nous avons en Allemagne. Toute cette bureaucratie est en train de tuer notre économie. Des recherches récentes de l'Institut IFO, l'un des plus grands instituts de recherche en Allemagne, ont estimé le coût de la bureaucratie pour l'économie à 146 milliards d'euros par an, soit environ 7% du PIB. C'est donc énorme. L'Allemagne se suicide. Le gouvernement allemand est en train de tuer notre propre économie. Nous assistons à une désindustrialisation massive. Des gens quittent l'Allemagne et c'est la faute de notre propre gouvernement. Nous sommes en train de nous auto-saboter. Eh bien, comme vous l'avez suggéré, l'énergie est vraiment le moteur des industries. Et l'Allemagne était une puissance industrielle. Beaucoup d'industries étaient donc très énergivores, en plus d'être des industries lourdes. Je suppose que c'est pour cette raison que l'économie allemande a toujours été, en quelque sorte, complémentaire de l'économie russe. Un peu comme aujourd'hui, les économies russes et chinoises sont complémentaires. Mais toute personne qui étudie la géopolitique sait que cela a toujours été une préoccupation majeure pour le Royaume-Uni. Il fallait éviter que l'Allemagne et la Russie ne se rapprochent trop, car cela formerait un nouveau bloc de puissance. En effet, il ne s'agit pas seulement du Royaume-Uni, cela est également devenu un enjeu majeur pour les États-Unis. Donc, on pourrait penser que ça serait, enfin, je suppose, voyez-vous, l'Allemagne devoir rétablir une certaine connectivité économique avec la Russie comme une nécessité pour sortir de cette impasse et non seulement relancer l'Allemagne, mais aussi l'Europe. Parce qu'au lieu de cela, je vois, vous savez, le prochain chancelier à la télévision affirmer que la Russie n'a pas seulement attaqué l'Ukraine, mais aussi l'Europe. Et maintenant, l'Allemagne doit dépenser des centaines de milliards pour les armements afin de renforcer sa force militaire pour faire face à la Russie. Je veux dire, comment cela va-t-il se terminer? Voyez-vous une quelconque reprise politique ou économique sans tenter de réparer une Europe brisée? Oui, merci. Vous appelez toute la zone allant de Lisbonne à Vladivostok une Europe complète. C'est vrai, car la Russie fait en un sens aussi partie de la culture européenne. Bien sûr, elle est plus eurasienne qu'européenne, mais merci de l'avoir dit. Eh bien, je pense effectivement que, comme vous l'avez mentionné, c'est l'un des principaux objectifs des ennemis, disons des concurrents, de l'indépendance ou de la puissance allemande, ainsi que de la puissance russe.
Ils ont toujours cherché à saper la possibilité, à empêcher qu'elle ne se réalise, d'une alliance entre l'Allemagne et la Russie. Parce qu'évidemment, jusqu'à récemment, l'Allemagne disposait des meilleures technologies, de l'industrie, du secteur de la haute technologie dans une large mesure, et la Russie possédait les ressources de vastes espaces. Maintenant, bien sûr, la Russie accélère aussi à cause de la guerre en Ukraine, dans le domaine des technologies, les technologies de drones, etc. Bien sûr, l'un des éléments principaux est, comme je l'ai déjà dit, le gaz bon marché. Jusqu'aux années 1970, la colonne vertébrale de l'industrie allemande était le charbon bon marché, le lignite, comme je l'ai dit, et le pétrole. Puis, lorsque la crise pétrolière des années 1970 est survenue, les soi-disant contrats de gazoduc ont été signés entre l'Allemagne de l'Ouest et l'Union soviétique, ce qui avait été autorisé par les États-Unis à l'époque. Depuis lors, la colonne vertébrale de l'industrie allemande a essentiellement été le gaz russe bon marché. Jusqu'en 2022, cela a été interrompu. Et je précise clairement que ce n'est pas la faute de la Russie, comme cela a été allégué, mais celle des pays occidentaux et du gouvernement allemand. Parce que la Russie a essayé à plusieurs reprises de dire « Vous pouvez avoir notre gaz, mais vous devez payer en roubles. Et puisque nous avons été sanctionnés, vous devez payer en roubles. » Et le gouvernement allemand ne voulait pas le faire. Donc, comme je l'ai dit, la logique derrière cela est évidente. Les États-Unis, Trump à ce sujet, Biden aussi, je pense qu'ils ont de nombreuses similitudes stratégiques dans leurs objectifs de politique étrangère, et leur but est de vendre à l'Allemagne leur propre combustible fossile. Ainsi, le gaz naturel liquéfié est désormais devenu l'un des principaux produits d'exportation vers l'Europe et l'Allemagne. Et l'Allemagne n'a aucune ressource. Nous ne possédons pas de terres rares. La Russie est le quatrième, enfin pas producteur, mais elle détient les quatrièmes plus grandes ressources de terres rares. Elle possède également, avec le Kazakhstan, les quatrièmes plus grandes ressources d'uranium. Donc, fondamentalement, bien sûr, cette alliance, ou disons, une normalisation des relations commerciales et économiques entre l'Allemagne et la Russie, serait l'une des premières mesures qu'un gouvernement allemand devrait prendre s'il était réellement soucieux de l'intérêt du peuple allemand. C'est pourquoi l'AfD, qui est le seul parti, ou peut-être l'un des deux seuls partis en Allemagne, l'autre étant celui de Sarah Wagenknecht, le dit haut et fort, c'est notre politique, notre objectif de politique étrangère. Nous voulons améliorer les relations avec la Russie. Et j'ai calculé le coût des sanctions pour l'Allemagne. Car le fait est que l'on voit l'économie russe croître, on voit l'économie américaine croître également grâce aux ventes d'armements ou à la vente de gaz naturel liquéfié. L'économie allemande est peut-être, à part l'Ukraine, le seul pays qui a perdu massivement sur le plan économique à cause de cette guerre. Les sanctions coûtent à chaque foyer allemand, un foyer de 2 personnes, environ 2 500 € par an. Cela inclut les transferts financiers et fiscaux vers l'Ukraine, l'embargo énergétique, ainsi que les coûts, par exemple, liés aux réfugiés ukrainiens. Environ 1,1 million de réfugiés ukrainiens sont arrivés en Allemagne, et ils bénéficient des mêmes prestations sociales que les citoyens allemands, ce qui est également sans précédent par rapport à tous les autres pays européens. Ainsi, 2 500 € par foyer représente le coût de ces sanctions. D'un autre côté, si nous avions une normalisation des relations avec la Russie, nous n'aurions pas ces coûts. Et en plus, nous aurions, je suppose, 600 € supplémentaires par foyer si nous avions un accord de libre-échange avec la Russie, l'Union économique eurasiatique et d'autres avantages, par exemple, l'augmentation des échanges via la route maritime du Nord. Donc oui, cela a été une longue explication de ma part.
Mais en gros, l'idée est la suivante. Oui, nous avons besoin de cette alliance. Nous avons besoin de coopération économique. Et les forces qui veulent affaiblir la Russie et l'Allemagne sont intéressées à empêcher que cela se produise. Eh bien oui, je suppose qu'une partie essentielle de cette coopération économique et aussi du commerce de l'énergie a été, comme nous le savons, les gazoducs Nord Stream. Ce n'est un secret pour personne que les États-Unis voulaient arrêter ces gazoducs depuis des années, allant jusqu'à imposer des sanctions aux entreprises européennes qui y travaillaient. Et je pense que tout le monde se souvient de Joe Biden, debout à côté d'Olaf Scholz, menaçant de mettre fin à Nord Stream si la Russie envahissait un jour l'Ukraine. Bien sûr, lorsque ça s'est produit, tout le monde a dit, eh bien, ce sont sûrement les Russes. Ils ont évidemment détruit leur propre gazoduc parce que cela fait partie de la stratégie russe. Cela n'avait pas vraiment de sens, mais cela a effectivement été utilisé à l'époque pour aggraver encore la guerre en Ukraine. De plus, cela a été utilisé comme justification pour que l'OTAN adopte une position plus ferme en mer Baltique. Depuis, nous avons vu que les Américains ont plus ou moins admis que finalement ce n'étaient pas les Russes, mais les Ukrainiens. Ils ont affirmé avoir tenté de les arrêter, mais qu'il était trop tard. Mais, point très important, ils ont déclaré qu'ils savaient que les Ukrainiens prévoyaient cette opération avant même que l'attaque n'ait lieu, ce qui signifie que les États-Unis et l'OTAN ont forcément menti lorsqu'ils ont accusé les Russes. Et ce mensonge a servi à intensifier la guerre en Ukraine et à militariser la mer Baltique. Alors, comment cela est-il couvert actuellement dans les médias allemands? Car il s'agissait du Premier ministre ou du président de la Pologne. Il a dit aux Allemands de se taire lorsque, je crois, c'était un chef des services de renseignement qui voulait savoir quels Ukrainiens étaient derrière tout cela. Ils ont dit que les Allemands devraient s'excuser d'avoir construit le gazoduc dès le départ. Comment cela est-il couvert en Allemagne? Parce que c'est vraiment un élément clé dans la destruction de l'économie allemande, car il n'y a plus de bons récits à proposer. Je veux dire, soit ce sont les Ukrainiens, soit à mon avis, il est plus probable que ce soit les Américains. Je pense qu'ils essayent simplement de rejeter la faute sur les Ukrainiens ici. Mais dans tous les cas, si ce ne sont pas les Russes, il n'y a plus vraiment d'histoire crédible à vendre au public. Alors, comment cela est-il traité dans les médias allemands? Et y a-t-il quelqu'un qui souhaite réellement le rétablir aujourd'hui? Ou est-ce seulement l'AfD? Eh bien oui. Tout d'abord, bien sûr, réfléchissez-y. Cette attaque n'a pas été enquêtée depuis combien de temps maintenant? 3 ans. Il s'agit d'une attaque terroriste contre notre propre infrastructure nationale stratégique. C'est donc similaire, comparable à ce qui s'est passé le 11 septembre aux États-Unis. Beaucoup d'autres pays auraient déclenché une guerre ou une invasion pour des raisons moindres que cela. Et notre propre gouvernement, depuis que cela s'est produit, n'a rien fait. Ils enquêtent encore, soi-disant. Bien sûr, comme nous le savons grâce au rapport Seymour Hersh et d'autres, cela a été planifié à l'avance. Que ce soit les Ukrainiens ou les Américains eux-mêmes, cela n'a pas d'importance, car les Ukrainiens, je ne pense pas qu'ils l'auraient fait sans au moins l'approbation implicite de la CIA, de la NSA ou du Pentagone. Et aussi, ce qui est encore plus important, le gouvernement allemand, Annalena Baerbock, Olaf Scholz et aussi Merz étaient au courant. Et cela signifie qu'ils sont des traîtres parce qu'ils ont permis une attaque d'une nation étrangère. Peu importe qu'il s'agisse de la Russie, de l'Ukraine, des États-Unis ou de n'importe qui d'autre, contre notre propre infrastructure nationale. C'est en réalité un motif de guerre. Et nous avons aussi des politiciens de la CDU et de la CSU, les soi-disant Rhinos, les prétendus conservateurs, qui ont dit oui, ils approuvent cette action.
Donc ils approuvent une attaque d'une nation étrangère contre notre propre infrastructure nationale. C'est insensé. C'est juste pour bien comprendre cela. Deuxièmement, tu as mentionné les médias. Ce que vous devez comprendre à propos des médias allemands, c'est qu'en gros, nous avons deux types de médias. Nous avons les médias publics, officiels, que je divise en médias d'État et médias publics. Enfin, nous n'avons pas de médias d'État, mais nous avons des médias publics qui sont en fait des médias d'État parce qu'ils sont contrôlés par le gouvernement en place, les partis au pouvoir. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais ils sont essentiellement contrôlés et financés par l'État. L'autre catégorie, ce sont les grands médias privés. Ce qui est intéressant, c'est que les deux, si vous les observez, j'ai fait une analyse des deux, de la presse ainsi que des médias en ligne et des journaux télévisés, se ressemblent à cet égard. Ils sont, dans une large mesure, soit contrôlés par notre propre gouvernement, soit par des organisations qui affichent un biais transatlantique évident. Non seulement un biais, mais aussi un intérêt clair. Par exemple, ProSieben ou la Fondation Bertelsmann, qui est l'une des plus grandes entreprises, maisons de médias en Allemagne. Ils inscrivent dans leurs propres objectifs, dans la définition même de leur but politique, qu'ils soutiendront toujours l'unité transatlantique. Et ils ne sont bien sûr pas pro-Trump, ils sont tous pro-Parti démocratique. Tous les principaux responsables des départements, donc ceux qui décident comment orienter les articles de politique intérieure ou de politique étrangère dans tous les grands journaux, sont, d'une manière ou d'une autre, membres de think tanks transatlantiques. Aspen Institute, German Marshall Fund, Atlantic Brook, etc. D'ailleurs, il ne s'agit pas seulement des médias, mais aussi des plus grandes entreprises allemandes et des plus grands partis politiques. Tous, sauf l'AfD. Ce sont tous de jeunes dirigeants de ces organisations. C'est juste pour vous donner une idée, ce qui explique en grande partie pourquoi ils rapportent les choses d'une certaine manière. Et bien sûr, ce qu'ils ont fait, c'est parler de nombreux aspects différents de cette attaque contre Nord Stream 2 et de telles histoires amusantes comme celle des Ukrainiens. Eh bien, d'abord c'était la Russie, bien sûr. Ensuite, lorsqu'ils n'ont pas pu maintenir ce récit parce que, vous savez, Sikorski, l'ancien ministre des Affaires étrangères de la Pologne, a dit « Merci États-Unis d'avoir bombardé Nord Stream 2 ». Et un ancien agent de la CIA a déclaré que ce n'était pas la Russie, mais l'Ukraine, les États-Unis, et ainsi de suite. Alors ils n'ont pas pu maintenir ce récit. Ensuite, ils ont dit oui, c'était l'Ukraine, mais que c'était 3 personnes qui l'avaient fait à bord d'un voilier. Et si l'on y réfléchit, c'est tout à fait impossible. Il y avait à l'époque une flotte américaine dans la région, ce qui a du sens. Alors, ils ont inventé toutes sortes de récits. Mais en gros, pour répondre à votre question, ils n'en parlent pas. Ce qui est aussi une façon de traiter les sujets d'information. Il suffit de ne pas en parler. Ce n'est pas discuté dans les médias. C'était la Russie ou c'était l'Ukraine. Mais quand c'est l'Ukraine qui l'a fait, ça va, vous savez, ils ont été attaqués, donc bien sûr. De toute façon, nous n'avons jamais aimé Nord Stream 2. Nous n'en avons pas besoin, parce que nous voulons décarboner notre économie. Nous ne voulons que de l'énergie solaire et éolienne. Quand les responsables politiques allemands ou les médias parlent d'indépendance énergétique, ils parlent toujours des combustibles fossiles venant de Russie. Ils ne parlent pas du gaz naturel liquéfié américain. Et puis, ils ne parlent pas non plus de l'origine des panneaux solaires ou des terres rares nécessaires à l'énergie solaire ou aux éoliennes allemandes, c'est-à-dire la Chine. Oui, 95% d'entre eux. Ils n'en parlent pas non plus. Et puis, il y a une petite partie des médias alternatifs, comme dans de nombreux pays, qui bien sûr abordent ce sujet, mais ils ne parviennent pas à toucher la majorité de la population.
eux, bien sûr, voient les choses différemment. Ils publient ce genre de reportages. Nous avons beaucoup de blogueurs. Maintenant, le fait est que, bien sûr, le gouvernement essaie de lutter contre ce type de désinformation. Vous savez, les fake news, etc. Parce que cette nouvelle façon de s'informer auprès de blogueurs comme vous et des médias alternatifs est quelque chose qu'ils n'ont pas encore réussi à contrôler. C'est tout simplement incroyable à quelle vitesse les choses s'effondrent. Mais concernant Nord Stream, récemment, le secrétaire au Trésor des États-Unis, Scott Bessent, a parlé avec Tucker Carlson. Et ils discutent tranquillement. Tucker Carlson dit, « Eh bien, en réalité, c'est nous qui avons détruit Nord Stream, non ?» Et ensuite, le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, répond, « Eh bien, peut-être que c'était des pêcheurs norvégiens, de façon sarcastique. Et ils n'ont rien ensemble. Je veux dire, donc, c'est nous qui l'avons fait sauter. Quelqu'un l'a fait. Quelqu'un, probablement Poutine. Je connais des pêcheurs norvégiens. C'est tellement ouvertement reconnu. Toutes les preuves sont là. Il souligne presque l'évidence. Bien sûr, nous avons détruit le gazoduc allemand. Et c'est un peu choquant de voir de l'extérieur qu'il n'y a aucune réaction de la part des Allemands. No reactions coming from the Germans. It is extraordinary. I just feel like if you ignore C'est extraordinaire. J'ai juste l'impression que si on ignore cela trop longtemps, il doit forcément y avoir une certaine colère qui s'accumule. Surtout que cela conduit désormais à la désindustrialisation, ou du moins y contribue, en Allemagne. En ce qui concerne l'implication des Américains, comment percevez-vous les récents commentaires d'Elon Musk et son soutien à l'AfD en Allemagne? Est-ce une sorte d'union internationale entre conservateurs et populistes? Comment l'expliquer? Comment voyez-vous cet intérêt qu'il porte à l'Allemagne? L'aspect le plus amusant pour moi personnellement a été que pendant ce moment-là, nous avons été étiquetés par les élites dirigeantes. Les médias établis, les médias traditionnels, comme vous les appelez, de poutinistes, de compréhensifs envers Poutine, de traîtres pro-russes, et ainsi de suite. Et puis Trump est assez favorable à l'AfD. J.D. Vance, vous savez, son célèbre discours de Munich où il a dit « Vous êtes tous des forces illibérales, antidémocratiques », et qu'il s'oppose à ce qu'on appelle ce pare-feu. Le Brandmauer allemand, le pare-feu, c'est cet accord entre tous les autres partis au pouvoir de ne jamais coopérer avec l'AfD, même si la majorité des électeurs en Allemagne souhaitent un parti conservateur, un gouvernement de coalition, AfD, CDU, CSU. Et la CDU-CSU, qui est bien sûr l'acteur principal à cet égard, dit « Nous ne coopérerons jamais avec l'AfD ». Et J.D. Vance a déclaré que ce genre de cordon sanitaire est antidémocratique, que c'est ce que veut le peuple. Et bien sûr, il a raison. Et puis évidemment, il y a Elon Musk. Il a d'abord donné une interview en janvier à Alice Weidel, la coprésidente de notre parti, puis il a participé par visioconférence à un grand rassemblement de l'AfD. Et lorsqu'il a alors déclaré, il l'a répété, je crois, il l'avait déjà dit dans la presse, « Seul l'AfD peut sauver l'Allemagne ». Donc pour moi personnellement, l'aspect le plus amusant de tout cela était évidemment de voir comment les politiciens de l'establishment, les médias établis, allaient réagir à cela. Sommes-nous maintenant des poutinistes ou sommes-nous maintenant des Américains pro-Trump? Qui sommes-nous? Oui, nous ne pouvons pas être les deux à la fois, car ils se sont toujours présentés comme les véritables amis de l'Amérique et la force politique transatlantique en Allemagne. Et maintenant, leur allié transatlantique, qu'il a toujours été, ou souverain, comme je dirais, est désormais contre eux, et ils ne comprennent pas. Ils soutiennent leurs ennemis, donc nous, l'AfD. Ça, pour moi, c'est toujours assez drôle à chaque fois, parce qu'ils n'ont plus d'arguments pour nous qualifier, et c'est très difficile pour eux. Mais au-delà de ces plaisanteries, ce qui est plus profond, c'est que je pense, pour prendre un peu de recul, qu'en gros,
Je pense que Trump et l'élite républicaine, disons les nouveaux républicains, les populistes aux États-Unis, sur certains aspects, il y a des problèmes. Nos amis et nos alliés, par exemple, dans la guerre culturelle, sont évidemment nos principaux alliés pour lutter contre le wokisme, lutter contre la migration de masse et porter ces arguments. En tant que nation encore la plus puissante du monde, les États-Unis, si le président de cette nation dit qu'il critique l'immigration de masse, Antifa, l'agenda woke et la politique climatique, alors bien sûr, nous avons un allié solide en cela. Mais aussi, et c'est ce que j'ai peut-être dit un peu plus tôt dans notre entretien, Glenn, je pense que les États-Unis et Trump, ils continuent bien sûr à faire ce qu'il a toujours promis de faire, c'est-à-dire mettre l'Amérique en premier. Et il est faux que nos patriotes allemands, les membres allemands de l'AfD, disent que maintenant il est notre sauveur, qu'il va sauver la politique allemande. Non, il ne le fera pas. Il continuera à défendre les intérêts américains. Et il fait essentiellement, d'une certaine manière différemment, mais aussi de façon similaire, la promotion des intérêts transatlantiques américains en Allemagne, des intérêts économiques. Donc, si l'Allemagne doit acheter du gaz liquéfié américain au lieu du gaz russe, c'est parfait pour Trump, car évidemment, il veut soutenir ce secteur de son économie. Si nous devons acheter des plateformes technologiques américaines et leurs services numériques au lieu des services chinois, nous serons obligés de le faire. Et c'est ce que nous constatons actuellement. Nous ne devons donc pas être aveugles au fait que les Américains défendent leurs propres intérêts, comme nous le voyons aujourd'hui avec les droits de douane et la politique tarifaire. Vous savez, Scott Bessonnet et Stephen Miran, le principal conseiller en politique économique de Donald Trump, ont déjà présenté tout ce programme. Ils veulent que les Allemands, mais aussi d'autres alliés des États-Unis, achètent des obligations américaines, des obligations du siècle. Et c'est le principal moyen pour eux de poursuivre l'énorme endettement du gouvernement américain. Et c'est pour cela qu'ils ont mis en place ces tarifs douaniers, simplement comme monnaie d'échange, afin que nous disions « D'accord, nous trouvons un accord sur la dévaluation monétaire, nous trouvons un accord sur les tarifs, mais nous devons acheter des obligations du siècle américain pour financer leurs dettes. » Donc la différence, c'est que ce que nous voyons maintenant de l'administration Biden ou d'autres forces démocrates transatlantiques ou forces mondialistes aux États-Unis, c'est qu'ils mettent en avant leurs intérêts nationaux de façon plus ouverte. Ils le disent clairement. Ils ne le cachent plus derrière un voile de valeurs, de droits de l'homme, etc. Ils disent oui, nous voulons protéger les intérêts des ouvriers sidérurgistes de l'Oklahoma. C'est notre objectif politique. Et si les Allemands doivent acheter de l'acier américain ou ne pas vendre leur propre acier aux États-Unis, alors c'est ce qui arrivera. Nous devons donc être ouverts et le comprendre dans ce sens. Encore une fois, ce sont nos amis et nos alliés dans la guerre culturelle. Mais lorsqu'il s'agit de questions politiques de souveraineté et de prospérité économique, les Allemands doivent comprendre que nous devons suivre notre propre voie. Cette voie implique, en partie, une réforme de l'Union européenne. Elle implique également, au moins en partie, la normalisation et l'amélioration des relations commerciales et économiques avec la Russie et la Chine, bien sûr. Mais nous reconnaissons aussi que les États-Unis représentent un marché important pour les exportateurs allemands, et nous souhaitons entretenir des relations bonnes, normales et mutuellement bénéfiques avec les États-Unis. Cependant, la manière d'y parvenir constitue le problème. Vous avez évoqué la nécessité de réformer l'Union européenne, ce qui m'amène parfaitement à ma dernière question.
car les défis auxquels l'Allemagne est confrontée ne sont évidemment pas isolés ou propres à l'Allemagne. Nous constatons actuellement des problèmes similaires dans toute l'Europe. Alors selon vous, quel est le principal défi auquel l'Union européenne doit faire face au vu de la situation actuelle? Et aussi, quel type de réforme pourrait réellement permettre de changer certaines choses? Oui, je pense que le plus important, le plus... Le plus grand déficit de l'Union européenne dans sa forme actuelle est son déficit démocratique. Les peuples des États membres n'ont pas leur mot à dire directement sur ce qui est décidé au niveau des chefs d'État et de la Commission européenne. C'est pourquoi nous avons des lois telles que la loi sur la chaîne d'approvisionnement au niveau européen, qui a été reportée. Mais comme on dit en allemand, reporter ne veut pas dire supprimer ou que cela ne sera pas introduit. Cela a simplement été repoussé d'1 an. Nous avons le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, nous avons les sanctions contre la Russie, nous avons le Digital Services Act, l'Artificial Intelligence Act, et ainsi de suite. Donc, tous ces genres de monstres bureaucratiques, tous ces programmes politiques, ou, par exemple, en Allemagne, un sujet politique brûlant a été la loi qui oblige les propriétaires à arracher leur propre système de chauffage aux combustibles fossiles, gaz, fuel, et à les remplacer par des pompes à chaleur très coûteuses et inefficaces, par exemple. Cette loi a maintenant été retardée en Allemagne, mais elle arrive au niveau européen, car elle a déjà été décidée. Et qui a décidé cela? Ce sont simplement les chefs d'État et la Commission européenne. Comme vous le savez, le Parlement européen n'a aucun droit d'initiative pour proposer ses propres motions ou pour apporter ses propres idées. Ils ne peuvent qu'approuver ou ne pas approuver, mais en réalité, ils n'ont jamais refusé quoi que ce soit qui vienne de la Commission européenne. C'est donc l'un des problèmes les plus importants auxquels nous sommes confrontés, et nous devons changer cela. Mais aussi, en dehors de cela, ou peut-être comme dernier exemple, bien sûr l'immigration de masse, à propos de laquelle les responsables politiques allemands affirment que nous ne pouvons pas refuser les réfugiés parce que la législation européenne nous y oblige. Or, si l'on regarde la Hongrie, par exemple, ou la Pologne, on constate que ce n'est pas vraiment le cas. On voit que ces pays ne le font pas et font toujours partie de l'Union européenne. Mais bon. Mais fondamentalement, c'est l'un des principaux problèmes. Il y a un déficit démocratique. Les citoyens ne peuvent pas participer à la prise de décision de l'Union européenne. Mais au-delà de cela, par exemple, il existe une forte division au sein de l'Union européenne qui ne cesse de s'accentuer entre les pays qui supportent la charge, ceux qui financent le marché et l'économie européenne, c'est-à-dire l'Allemagne, évidemment, mais aussi les Pays-Bas, l'Autriche, la France et l'Italie également. Je dis toujours, regardez les chiffres. Ce sont aussi des contributeurs nets au budget européen. Mais il y a aussi d'autres pays, comme la Pologne, la Hongrie ou la Croatie, qui sont des bénéficiaires nets. Ainsi, l'Allemagne verse chaque année environ 20 milliards d'euros en transferts nets à l'Union européenne. Et en gros, le gouvernement allemand n'a aucun moyen de modifier ce qui vient de l'Union européenne en termes de lois et de législation. Pourtant, nous devons financer le système pour qu'il existe, tout simplement. De plus, bien sûr, en tant qu'AfD, nous sommes contre l'euro parce que nous disons que l'euro, avec le système Target 2, qui est en fait le système de compensation monétaire dans l'Union européenne, la zone euro, signifie que nous sommes des exportateurs nets, mais que d'autres pays nous doivent plus. Je crois qu'en anglais, on dit $1 trillion ou $1 trillion maintenant, que nous ne recevons pas à cause des taux de change fixes. Tous ces problèmes réunis rendent la croissance extrêmement difficile pour nos pays, et surtout pour l'Allemagne.
Ce que nous disons, c'est que nous avons besoin d'une réforme de l'Union européenne, ce qui est évidemment qualifié de Dexit, et nous utilisons ce terme. Mais cela ne signifie pas que nous voulons ériger des frontières ou simplement partir comme le Royaume-Uni. En fait, si l'on regarde le Royaume-Uni, même lui n'est pas vraiment parti. Il participe encore à la plupart des aspects du projet européen. Nous avons besoin d'une réforme de l'Union européenne où nous affirmons vouloir revenir à ce qui est bon dans le projet européen. Bien sûr, le projet de paix est positif. Nous voulons un marché commun, non seulement pour les biens, mais aussi pour les services, les capitaux et même la main-d'œuvre. Mais nous ne voulons pas des aspects négatifs. Tout d'abord, nous ne voulons pas que l'élaboration des politiques soit décidée uniquement de manière centralisée, de haut en bas, par la Commission européenne et les chefs d'État. Cela doit être réformé. Deuxièmement, nous disons que nous ne voulons pas payer ces transferts pour la politique de cohésion. Nous pouvons financer des projets de recherche communs dans l'Union européenne, ou nous pouvons financer une patrouille frontalière commune. Ce sont des sujets dont nous pouvons discuter, mais nous ne voulons pas financer la corruption en Croatie, ce qui est essentiellement le cas actuellement. Et nous ne voulons pas participer à des sanctions si nous constatons que ces sanctions européennes nuisent à notre propre économie. Les sanctions contre la Russie ou contre la Syrie, par exemple. Nous voulons décider nous-mêmes des principaux domaines politiques en dehors du marché commun. Cela fonctionnait plus ou moins bien dans les années 1980. Il n'y a aucune raison pour que nous ne puissions pas retrouver cela. C'est ce que nous voulons atteindre à l'avenir. Eh bien, je pense que si l'on va plus loin dans ces efforts pour marginaliser l'AfD en l'interdisant réellement, l'instabilité politique serait bien pire. Et oui, je trouve tout simplement choquant que nous empruntions réellement cette voie. Quoi qu'il en soit, Jurij Kofner, merci beaucoup pour votre temps. Cela a été très instructif. Merci. Merci beaucoup pour notre conversation.